Bonjour, je suis Marie-Robert. Et si j'interviens aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un sujet très particulier. Un sujet en rapport avec l'exposition qui a eu lieu au pavillon Vendôme, lorsque l'âme agit. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener quelque part, dans un drôle d'univers. Dans un univers où les contours sont un peu flous, où tout d'un coup, on n'a pas tout à fait l'impression que nos mouvements sont les mêmes que d'habitude, que les couleurs sont les mêmes que d'habitude. Et ce lieu particulier dont je vous parle, il s'agit du rêve. Oui, le rêve, la rêverie, les envolées nocturnes. Le rêve, loin d'être un oubli de la réalité, au contraire, nous propose un autre regard sur le monde, un pas de côté sur tout ce qui nous a traversé pendant la journée, sur tout ce qui, soudain, décide de surgir en pleine nuit. Et donc aujourd'hui, je vais m'intéresser avec vous, je vais vous accompagner à travers une histoire du rêve. Comment l'a-t-on considéré? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il se passe dans le rêve? Pourquoi c'est si particulier? Il y a un auteur, un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gaston Bachelard, et qui considère que la pensée, dit-il, est une rêverie centralisée. La rêverie est une pensée détendue. C'est que pour rêver, il faut accepter de laisser venir. Il faut accepter, soudain, de laisser couler. Alors ce lâcher-prise, ce laisser venir, cette pensée détendue, quelle est son histoire? À partir de quand, dans l'histoire de la pensée, avons-nous décidé, avons-nous osé, du moins, parler du rêve? Pourquoi rêvons-nous? Pourquoi rêvons-nous ce dont nous rêvons? Est-ce qu'il y a un sens, au fond, à se poser cette question, à aller chercher, à aller interroger nos rêves? Eh bien, les tout premiers à avoir tenté de répondre, ce sont les penseurs de l'Antiquité. Et figurez-vous qu'il existe un traité d'interprétation des rêves, écrit sur des papyrus anciens, qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc le point de départ d'aujourd'hui, le point de départ de notre histoire, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Et donc on trouve sur les papyrus, qui sont vraiment des recueils, donc les premières feuilles de papier, constituées en papyrus, on trouve ce qu'on appelait à l'époque une clé des songes. Alors j'aime beaucoup cette expression qui est assez poétique, la clé des songes. Et dans cette clé des songes, la toute première dont on a encore une trace, dont on connaît l'existence, elle date donc du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et on trouve des clés des songes un peu partout à la même époque. On en trouve à Babylone, on en trouve en Inde, on en trouve en Grèce. Un peu partout, on a cette drôle de pratique qui est donc la clé des songes. Mais alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Le mot est joli, mais qu'est-ce qu'il désigne? Eh bien, la clé des songes, c'est de cette façon qu'on appelle une sorte de dictionnaire des rêves. C'est-à-dire qu'on va noter, on va réunir dans un recueil différents types de rêves. Les rêves racontés par les gens, par la population, par un groupe désigné. Le plus célèbre, celui du moins auquel on a encore accès aujourd'hui, et d'ailleurs je vous engage à aller le chercher sur les différents réseaux, parce qu'on peut tout à fait le trouver sur Internet, c'est l'Onirocriticon, qui naît sous la plume d'un auteur grec qui répond au doux nom d'Artémidore de Daldis. Et donc cet auteur, Artémidore de Daldis, va proposer une sorte on y a accès, une clé des songes où il va collecter différents types de rêves. Avis aux amateurs, il est accessible. Alors évidemment, je ne vous conseille pas la version grecque, mais rassurez-vous, il est encore accessible en français. Et on y lit, la première chose qui est passionnante, c'est d'abord une distinction fondamentale que fait Artémidore entre les songes et les rêves. Alors, quelle différence, vous allez me dire, entre les songes et les rêves? Nous, on a une petite tendance peut-être à employer les mots comme deux synonymes. Eh bien, pour Artémidore, les rêves, c'est juste suscité, dit-il, par les affects. Alors, suscité par les affects, ça veut juste dire par tout ce qu'on a vécu dans la journée. Donc, pour Artémidore, le rêve, c'est juste comme si notre pensée infusait et ressortait la nuit. Une sorte de digestion, en fait, de l'esprit. Alors, c'est pas que ça l'intéresse pas, Artémidore, mais disons que cette matière-là lui paraît moins pertinente, moins intéressante à interpréter.
Donc, elle n'est pas mise à l'écart totalement, mais c'est juste tout ce qui nous traverse. Et je suppose que ça vous est arrivé, en tout cas, c'est souvent le cas. On a rencontré quelqu'un 2 jours avant, on va en rêver dans la nuit 2 jours après, ou dans la journée, et puis on a des bribes. Donc, pour Artémidore, ce qu'on appelle le rêve, ce serait ça, cette espèce de matière qui prend des morceaux de la journée, des morceaux de réalité qu'on a collectés. Ce qui intéresse plus précisément Artémidore, c'est la deuxième catégorie, donc non pas les rêves, mais les songes. Et pour Artémidore, mais comme ses contemporains, c'est-à-dire pour toute l'Antiquité, là il faut vraiment imaginer que ce n'est pas le seul, c'est pas un hurluberlu qui tout d'un coup s'est dit il faut collecter les songes, c'est pour ça qu'on collectait les songes, parce qu'on était convaincu que les songes contenaient des messages, et pas n'importe quel type d'information, des informations envoyés par les dieux. C'est-à-dire que les dieux interviendraient en fait dans notre nuit, dans tout ce qui se passe dans notre esprit la nuit, pour nous donner des messages, pour nous donner en fait des clés peut-être de compréhension. De façon directe, c'est exactement en fait, alors soit de façon directe, soit en délivrant un message complet, soit de façon indirecte, en donnant des métaphores, en nous emmenant dans des ambiances qu'il faudrait décrypter. Et ça ferait qu'au petit matin, on se retrouve un peu comme, comme des archéologues à essayer de retracer pourquoi j'ai rêvé de ça, pourquoi cet élément, pourquoi ça m'est apparu, pourquoi ce mot peut-être. Et peut-être que vous d'ailleurs, ça vous est arrivé. Alors, est-ce qu'on considère aujourd'hui que c'est un message des dieux? Sans doute pas. Mais en tout cas, l'idée de pourquoi tout d'un coup une idée a surgi pendant la nuit. Et donc en fait, Artémidore, convaincu que tous ces songes sont précieux, a décidé, et c'est ce qui se faisait effectivement traditionnellement dans l'Antiquité, de s'appuyer et de récolter plus de 3000 rêves. Il va récolter 3000 rêves, issus alors principalement d'hommes et de femmes, alors un peu plus d'hommes que de femmes, qu'il a rencontrés lors de ses voyages tout au long du bassin méditerranéen. Donc c'est un matériel inouï en fait pour se plonger dans la rêverie et dans la rêverie antique et d'être, on a un peu l'impression en consultant l'ouvrage d'Artémidore, d'être, alors non pas voyeur, mais d'avoir accès à ce qu'il y a peut-être de plus intime et justement la rêverie de tous ceux qui nous précèdent et qui nous précèdent de plus de 2000 ans. Et Artémidore va non seulement collecter les rêves, collecter les songes plutôt, faire une distinction entre rêve et songe, mais Artémidore va aller encore plus loin dans sa démarche. Donc décidément, c'est un homme bourré de ressources. Artémidore va aussi essayer de décrypter tous les symboles qui interviennent dans les songes. Il va faire une sorte de catégorie. Donc il va classer méthodiquement les différents éléments qu'on retrouve. Alors par exemple, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est quelque chose de courant, rêver qu'on perd une dent. Bon il va créer une catégorie perdre une dent, rêver qu'on a de plus beaux yeux, rêver que quelqu'un nous coupe les cheveux. Il va essayer en fait de montrer que dans des rêves de gens extrêmement différents, puisque parmi ces 3000 personnes, il n'y a pas 2 fois le même rêve, et bien pour autant qu'on peut comme dessiner des sortes de symboles qui reviennent, alors qu'on a des âges différents, alors que ce sont des individus différents, une sorte de fil conducteur. Et donc il va classer ces différents symboles donc il va classer les rêves en fonction des symboles et en fonction de leur contenu, personnel, non personnel, commun, politique, cosmique. Et ce qu'il en résulte, c'est une sorte de manuel du rêve. Et un manuel qu'Artémidore envisage, ou en tout cas espère, d'utilisation quotidienne. Comme si au petit matin, après avoir rêvé, alors encore faut-il se souvenir de son rêve, mais comme si au petit matin, après avoir rêvé, on allait pouvoir consulter et se dire « Oh, mais ce symbole, qu'est-ce qu'il évoque ?» Donc c'est non seulement un recueil, non seulement sensibiliser effectivement un travail presque d'historien, mais c'est aussi, alors évidemment Artémidore l'appellera pas de cette façon-là, mais une sorte de guide pratique pour nous aider en fait à interpréter, pour aider en tout cas ses contemporains, mais ça peut être le cas pour nous aujourd'hui, à interpréter cette matière. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est l'idée en fait que le songe contient. Que c'est pas juste rêver, que c'est pas juste une activité nocturne, mais c'est qu'il y a quelque chose dedans qui nous éclaire sur notre vie. Et que ce qu'il se passe la nuit peut nous permettre
de mieux vivre ce qu'il se passe le jour. Alors imaginez que tout ce que je vous raconte sur Artémidore, nous sommes dans l'Antiquité, la psychologie n'existe pas encore. À cette époque, quand Artémidore écrit, l'individu n'est qu'une poussière dans un grand tout, dans un univers qui le dépasse, qui le submerge. Et les rêves, évidemment, sont reliés, comme je vous le disais, aux dieux, et sont reliés aux dieux de la mythologie grecque. Alors au fond, il y a l'idée que, quel que soit en fait le cadre autour, ces dieux de la mythologie grecque nous envoient donc des informations, et des informations qui en fait touchent à des choses assez similaires à celles que nous traversons. On trouve l'angoisse de la mort, la peur de la maladie, les préoccupations liées au travail, la peur des condamnations, la peur de l'injustice, la peur de la répression, le désir de voyager, le désir d'accéder au pouvoir, le désir de remporter une victoire, la volonté de se marier ou d'avoir des enfants, les relations entre maître et serviteur, l'espoir de liberté. Bref, je ne vous fais pas tout l'inventaire, mais vous l'avez compris, que ce soit les dieux de la mythologie grecque ou bien des années après les forces de l'inconscient, et bien finalement les préoccupations, et c'est peut-être à la fois rassurant, à la fois troublant, sont les mêmes de tout temps et en tout lieu. Donc si tant est qu'il y a de l'humain, ces préoccupations sont les mêmes, et ces préoccupations ressortent la nuit, nous occupent le jour, mais ressortent aussi la nuit. Évidemment, comme je vous le disais, ces messages sont des messages divins, et on va poursuivre un tout petit peu notre histoire de la rêverie, on va avancer de quelques pas à peine, puisqu'on reste dans l'Antiquité. On va développer des sortes de méthodes, des sortes de rites, pour justement, non pas forcer le rêve, mais peut-être le faire un peu plus ressortir, le rendre encore plus révélateur. Et donc on trouve par exemple dans des sanctuaires grecs une sorte de rite qui consiste à dormir dans un temple. Donc le temple, c'est là où on honore les lieux de la mythologie grecque, donc le temple dédié à Zeus, le temple dédié à Athéna. Et donc il y a un rite qui s'appelle le rite de l'incubation, qui consiste à dormir dans le temple pour y recevoir, sous la forme d'un rêve, les prescriptions d'un dieu guérisseur. Donc ça devient presque un traitement, une sorte de thérapie, de pouvoir avoir la possibilité en fait de dormir et d'avoir quelqu'un qui est juste à côté pendant qu'on dort, donc le rhéteur grec, celui qui est chargé en fait d'interpréter notre sommeil. Et donc en fait ça va devenir une sorte de manière de soigner. Et la personne qui est à côté et qui va observer notre sommeil, observer les mouvements et récolter aussi tout ce qui va ressortir au petit matin, tout ce qu'on va pouvoir raconter sur le rêve, eh bien ça va en faire une sorte, va faire un relevé, comme une sorte de journal des rêves. Et à partir de ce journal des rêves, va donner telle ou telle prescription. Pour vous le rendre très concret, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'Hippocrate, qui est quand même le père de la médecine. Eh bien, Hippocrate va utiliser justement ce type de pratique, un journal de rêve, établit en fait des équivalences entre nos songes et la santé de notre corps. Un exemple très concret, très trivial, mais qu'on va tous saisir, eh bien, il écrit ceci: les agitations des flots de la mer, si on rêve de flots, si on rêve de navigation et de va-et-vient, sont l'indice que le ventre est affecté. Donc pour Hippocrate, rêver de flots, c'est finalement avoir la nausée. Et donc il va pouvoir traiter la nausée. Donc c'est un exemple anecdotique, mais en même temps très concret, qui va permettre en fait de juste pour vous sensibiliser au fait qu'on établit vraiment un lien en fait, que pour l'Antiquité et effectivement dans toute la construction, c'est non seulement la présence des dieux, mais c'est aussi un révélateur sur le corps. Donc le rêve n'est pas du tout juste cet enchantement, cette partie inaccessible. Le rêve est finalement considéré de manière extrêmement concrète et extrêmement précieuse parce que ça nous donne des informations. Même propos chez des auteurs, je ne vous fais pas toute l'Antiquité, mais même propos comme des auteurs, chez des auteurs comme Aristote, qui considère que le rêve est justement une des caractéristiques de l'homme, que les songes sont accessibles aux plus grands d'entre nous. Donc, toute l'Antiquité est baignée
dans cette importance accordée au rêve. Un petit saut dans l'histoire. Vous m'accompagnez dans ce petit saut. Et là, on fait plus qu'un petit saut, d'ailleurs, même un grand saut, puisque nous arrivons au 19e siècle. C'est-à-dire que toute cette impression sur les rêves, tout ce que là je viens de vous raconter sur les songes, va continuer à se distiller, alors de manière moins méthodique que dans l'Antiquité, mais on retrouve des idées assez similaires au Moyen-Âge, à la Renaissance, etc. Donc il y a vraiment ce regard-là. Une certaine rupture intervient donc au 19e siècle, parce qu'on affirme alors, à partir de ce moment-là, et à partir de l'importance aussi donnée à la science, on affirme que les rêves sont en fait des phénomènes naturels. Donc on met complètement à l'écart l'idée d'une séparation entre les rêves et les songes, entre les rêves naturels, les rêves prémonitoires. Pas du tout, en fait. On peut observer qu'en fait, il y a une unité du rêve, qu'ils sont tous absolument identiques, et on va essayer de les rendre plus scientifiques. Et pour les rendre plus scientifiques, et c'est ça qui est amusant, c'est-à-dire on dit mais non, c'est pas du tout un message des dieux, n'importe quoi, non, il faut arrêter d'attendre le côté obscur, énigmatique et caché, c'est un phénomène naturel, mais par contre, pour les rendre plus scientifiques, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va quand même les noter, quand même les transcrire. Donc, fondamentalement, l'approche et la considération est différente, mais la proposition est la même. Il s'agit toujours, au petit matin, de prendre un cahier et de noter tout ce qui s'est passé, tout ce dont on se souvient, et le faire de manière organisée. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée, qu'on soit au 19e ou dans l'Antiquité, ou encore aujourd'hui, on ne se souvient pas tous de ses rêves. Eh bien, il y a l'idée, en fait, qu'on peut forcer ce souvenir. C'est-à-dire qu'on peut, au fur et à mesure, essayer, en fait, de prendre l'habitude, et que ça répondrait vraiment à une forme de, voilà, comment dire, à force de pratique, on pourrait s'en souvenir de plus en plus. Et avec l'idée de comment rendre fiables ces transcriptions, comment essayer de leur donner une unité. Alors, quelques décennies plus tard, l'intérêt porté sur les rêves va ne faire que grandir, donc cette idée de construire une science, et surtout va avoir un éclairage fondamental, qui encore aujourd'hui reste un des éclairages les plus importants, et d'ailleurs vous y avez sans doute pensé en démarrant cette vidéo, c'est un certain Sigmund Freud qui va évidemment donner naissance à un livre qui sera un de ses livres les plus connus, les plus célèbres, L'interprétation des rêves. Tout ce qu'on croyait savoir sur le rêve se retrouve à nouveau totalement chamboulé. Du moins, en tout cas, c'est ce qu'espérait Freud en sortant son livre. Il le termine en 1899, mais il le sort qu'en 1900 pour vraiment inaugurer en fait un siècle avec ce nouveau texte, l'interprétation des rêves, où il y a vraiment cette idée d'entrée symbolique dans quelque chose, d'avoir un tout nouveau regard. Et donc pour Freud, c'est l'idée que les rêves sont interprétables. Donc on revient en fait, mais avec un vocabulaire, vous allez voir, totalement différent de l'Antiquité. Pour Freud, il ne s'agit pas tant d'en faire une science, il ne s'agit pas de les rendre explicatifs, mais de comprendre qu'ils portent effectivement un message. Mais pas un message des dieux, un message de notre inconscient. Et c'est-à-dire que Freud va raconter très longuement et va vraiment donner de l'épaisseur à cette idée qu'effectivement il y a quelque chose dans les rêves qui nous échappe, il y a quelque chose d'énigmatique, il y a quelque chose de mystérieux. Alors il y a les éléments qu'on peut reconstituer puisqu'on arrive à se dire, ah bah, comme je le disais, ah tiens, j'ai vu telle ou telle personne ou j'ai pensé à telle ou telle chose. Mais Freud, exactement comme dans l'Antiquité, est conscient qu'il y a des informations qui tout d'un coup nous sautent aux yeux, qui surgissent, qu'on ne comprend pas trop, un mot, une impression. Eh bien pour Freud, tout cela ne vient ni de Zeus, ni d'Athéna, ni d'Apollon, mais vient de nous-mêmes et de ce qu'on n'a pas forcément toujours envie de voir, et non ce qu'on a mis dans un coin de notre esprit que Freud va appeler l'inconscient. Et donc en fait, pour Freud, l'idée maîtresse, c'est qu'il y a l'idée que le rêve est porteur non seulement de notre inconscient, mais aussi porteur de nos désirs, porteur de ce que nous avons refoulé. Et donc le rêve devient une sorte de voie royale, non seulement pour nous connaître un peu plus, mais peut-être pour mettre en lumière des choses qu'on n'avait pas envie de voir et sur lesquelles on va pouvoir agir, travailler, peut-être qu'on va pouvoir les accepter, les réaliser. Donc il y a l'idée que le rêve est un espace
et ça c'est vraiment la manière dont Freud va le présenter, est un espace en fait sans limite, sans censure. Précisément parce qu'on ne va pas pouvoir contrôler nos rêves. Alors on a tous l'espérance et l'envie parfois de se coucher en se disant je vais rêver de telle ou telle chose, mais en fait on n'a pas de maîtrise dessus. Donc c'est aussi pour ça que le rêve est essentiel, et c'est ce qui va se traduire dans toute la manière dont les artistes d'ailleurs vont utiliser le rêve, comme si c'était un espace vierge de tout, vierge de morale, vierge de maîtrise, vierge de censure, vierge de toutes les considérations, une terre porteuse, une terre à habiter et à laisser en fait habiter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exactement, c'est juste ce qui vient. Et donc libre de toutes les associations d'idées, pilier, et ça va devenir cette idée que le rêve va devenir un pilier pour Freud de la méthode psychanalytique, la méthode qui consiste justement à aller chercher ce qui fait des nœuds en nous et à essayer de les considérer et de les traiter. Non seulement donc le rêve est porteur de messages pour Freud de notre inconscient, donc d'un message qui n'est pas un message divin mais qui est un message de nous-mêmes, adressé à nous-mêmes, mais en plus le rêve, ajoute Freud, va pouvoir permettre de répéter le passé et peut-être de revivre des éléments du passé. Et donc en fait, de ce point de vue-là, il affirme, et là c'est un petit peu différent avec l'idée d'une science des rêves au 19e ou même d'Artémidore, il affirme que les rêves ne sont pas forcément tournés vers l'avenir, comme nous d'ailleurs on l'utilise dans le langage courant, « Ah, je rêve de faire telle ou telle chose », mais que les rêves bien souvent ne sont pas une projection d'un futur, mais au contraire plutôt un regard vers le passé, une manière de revivre des choses auxquelles on n'avait pas forcément eu accès, qu'on n'avait pas forcément accepté, qu'on n'avait pas forcément bien vécu. Et donc c'est aussi ce regard, une manière peut-être de remonter le temps. Cette idée d'Artémidore, cette idée de rendre plus scientifique le rêve, cette idée avec Freud de revenir à une interprétation se poursuit en fait, entretient une fascination autour de cet espace curieux dont je vous parle depuis le début, de cet espace curieux qu'est le rêve. Et très rapidement, aujourd'hui encore, le rêve fait l'objet de tout un tas d'études, notamment dans les neurosciences, notamment de comprendre où s'active, quelle est l'activité cérébrale, qu'est-ce qui se passe concrètement, parce que maintenant ça devient un terrain aussi de découverte, alors maintenant ça fait plusieurs années, plusieurs décennies même, mais un terrain en fait de questionnement et de découverte pour toutes les neurosciences. Et malgré les différentes électrodes qu'on peut placer sur le cerveau et qui montrent bien qu'il y a des zones qui s'activent pendant le rêve alors que d'autres s'activent moins, malgré le fait qu'on progresse beaucoup dans la connaissance du sommeil, des différents cycles de sommeil, de quand est-ce qu'on rêve, dans le cycle paradoxal, donc on a récolté en fait beaucoup d'informations scientifiques. Eh bien, malgré tout cela, malgré le fait que le plan expérimental soit très fécond, soit très porteur, et bien malgré tout cela, il n'en demeure pas moins que le rêve en fait garde toujours une part d'étrangeté. On a des informations dessus, on a essayé de le maîtriser, on le comprend, il remplit nos vies. Et pour autant, ce qu'il y a de passionnant, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on se retrouve ici, dans cette pièce, dans cette salle, avec une toile qui justement, juste derrière moi, essaye d'aller explorer. C'est la vision d'un artiste qui, tout d'un coup, laisse parler quelque chose, une vision d'enchantement qu'il a eue pendant une nuit, avec des éléments qu'on n'arrive pas forcément à reconnaître. Parce que ce qu'il y a de fascinant avec le rêve, c'est que malgré tout ce qu'on peut collecter, eh bien, il y a toujours une part, alors peut-être ce qu'on peut appeler une part de magie. Puisque rappelons-nous une chose, c'est que le terme magie, et là, dans ce cas-là, la boucle est bouclée. Le terme magie vient d'un terme, mageria, qui signifie finalement le rêve. Et donc, le rêve, qu'on essaye de l'encadrer, qu'on essaye de le maîtriser, qu'on essaye d'en faire une science, qu'il soit message des dieux ou message de notre inconscient, garde toujours cette part un peu curieuse qu'on peut peut-être appeler la magie. Et peut-être que cette nuit, quand vous serez perdu dans vos songes, perdu dans vos rêves, avec des bribes de la journée ou au contraire avec des éléments inconnus, eh bien c'est de cette manière que nos vies, pourtant parfois routinières, eh bien contiennent cette part d'enchantement, cette part d'émerveillement, et donc nous donnent accès à un autre monde, une autre voie.
Merci beaucoup.